Bonjour et bienvenue sur les ondes de Wallers avec Radio Club dans la section cinéma. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Anna Raquel, Jade, Léna et Clémentine. Bonjour. Bonjour. Qui seront mes chroniqueurs aujourd'hui dans cette critique de film, le film Anatomie d'une chute. Donc déjà, pour faire un point, nous sommes 4 élèves de l'aspect humanité, littérature et philo au lycée Notre-Dame. Et la dernière semaine, on a eu l'opportunité d'aller au César des lycéens, présenter différents films et de juger qui, d'après nous, est le meilleur film et qui mérite le prix du César des lycéens. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur un film en précis et c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet. Donc déjà, de quoi parle le film ? Clémentine, tu veux pas nous faire un petit synopsis ? Alors, pour faire bref, Anatomie d'une chute, c'est l'histoire de Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel. Ils vivent depuis 1 an à la montagne et un jour, Samuel, donc le père de Daniel, est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête est alors ouverte pour mort suspecte. Sa femme Sandra est très vite inculpée, suicide ou homicide. 1 an après les faits, Daniel assiste au procès de sa mère. C'est vraiment la dissection d'un couple. Merci Clémentine pour ce synopsis. Donc je passe la parole à Léna. Alors moi, je vais vous présenter la cinéaste, donc la cinéaste qui est Justine Triet, une cinéaste française, donc qui est connue pour sa capacité à mélanger différents genres cinématographiques. On a par exemple le drame, la comédie ou le thriller. Donc déjà, pour faire un petit point sur sa carrière, elle a commencé sa carrière en tant que réalisatrice de courts-métrages avant de passer au long-métrage. Donc son premier long-métrage, ça a été la bataille de Solferino, qui a été présentée à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2013. Succédera à ça son deuxième film, Victoria, puis viendra Anatomie d'une chute, son 3e long-métrage qui a obtenu la Palme d'Or. Pour revenir un peu sur le film, donc c'est un film qui a été nominé pour 17 prix. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Donc déjà, il a reçu la Palme d'Or en 2023, ainsi que 2 Golden Globe Awards en 2024. Et Le Chien a aussi reçu un award en 2023. Merci pour ce petit point. Je passe la parole à Anna Raquel qui va nous faire un des thèmes les plus dominants dans ce film et le thème de la justice. Anna, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça ? Oui, bien sûr. Alors le thème de la justice, il est omniprésent dans ce film puisqu'on assiste en tant que spectateur au procès de Sandra qui donne justement un côté très immersif au film. En effet, on peut se faire notre propre avis sur la situation. L'avis peut changer avec les accusations, les preuves et l'avis des juges. Et le témoignage du petit garçon est d'autant plus compliqué. Celui-ci, étant malvoyant, doit défendre sa mère et doit encaisser la révélation de la relation conflictuelle que ses parents avaient. D'après toi, est-ce que justement cet aspect de procès, ce film qui est tourné en plaidoyer, est-ce que ça nous rapporte un nouveau regard sur la relation ? Est-ce que justement la justice peut-elle influencer les relations familiales ? Bien sûr, parce que dans le procès, on va voir que beaucoup de secrets vont être révélés, beaucoup de choses que le petit Daniel ne savait pas et qu'il va apprendre. Et justement, on peut se mettre à la place de cet enfant et nous aussi découvrir ses secrets. Merci Anna. Donc justement, on parle ici souvent de famille. Est-ce que Léna, tu peux nous un peu parler de l'aspect familial dans le film de Anatomie d'une chute ? Oui, en effet, moi je me suis vraiment plongée sur ce thème, parce que c'est quand même un thème central, je dirais, puisqu'on est vraiment plongé dans l'intimité d'une famille. Mais en fait, on y voit surtout les côtés qui brisent cette famille. Donc on a l'accident de son fils, la jalousie entre le couple. On n'y voit pas vraiment l'aspect plutôt positif, et c'est ça que je trouve bien dans le film, c'est que vraiment, ça change un peu des films un peu cucu, je dirais, où on y montre les côtés assez clichés d'une famille. Et donc là, on va vraiment voir cet aspect de cassure, je dirais, du couple. Donc déjà, en fait, on a une grosse déchirure, parce qu'en fait, comme le père, on va apprendre qu'il est mort. Donc en fait, on retrouve vraiment que la mère et son fils, et c'est une relation qui est assez spéciale, étant donné que au long du film, ils se parlent pas trop. On va voir un moment, ils vont même plus dormir dans la même maison parce qu'il va devoir être gardé, etc. Et en fait, c'est une relation assez compliquée parce qu'en fait, on peut aussi se poser la question, comme Anna Raquel le disait tout à l'heure, avec la justice, est-ce que, par exemple, le fils ne pourrait pas être influencé par la justice vis-à-vis de sa mère, ou est-ce que le lien familial est-il plus fort que ça ? Et ça, on va le voir tout au long du film. En effet, Anatomie d'une chute, déjà le titre, il nous cache plusieurs secrets de tournage.
En effet, quand on parle d'anatomie d'une chute, on parle juste pas de la chute justement de Samuel qui est tombé de son grenier. Non, mais aussi on parle comment la chute s'est passée, la chute d'un couple, la chute d'une carrière. On va parler beaucoup d'amour dans ce film, entre amour passionnel, un amour entre un couple, mais aussi entre un fils, une mère, et beaucoup plus. Et c'est Clémentine qui va nous éclairer sur ce sujet. Alors c'est vrai que le thème de l'amour est fortement présent, surtout avec la relation entre Sandra et Samuel. Donc c'est une histoire qui est passionnelle entre Sandra et Samuel, mais on peut voir aussi certaines dérives. Tout n'est pas toujours tout beau. Et pour cause, je pense que l'accident de Daniel, c'est une chose qui va peut-être amener à ces dérives. Donc Samuel se sent responsable, je pense, de l'accident de Daniel parce que lors de cet accident, il devait le récupérer à l'école. Or, son retard fait que Daniel va subir un choc qui le rendra totalement aveugle. Il va vraiment s'obstiner à faire du bien à Daniel au maximum. Et je pense que ça peut faire aussi un cercle vicieux où il va s'oublier, car il est peut-être aussi rongé de culpabilité. Et donc ça va déteindre sur son couple avec Sandra. Ouais, je suis d'accord avec toi, justement. Toutes ces disputes, je pense qu'elles viennent justement de cette jalousie qu'ils éprouvent envers l'un vers l'autre. Genre jaloux sur une carrière, jaloux sur la vie sexuelle de la femme. Genre, Jade, toi personnellement, tu en penses quoi justement de la jalousie dans ce film ? Déjà, je trouve que la jalousie a une certaine place déjà avec ce que tu viens d'évoquer, mais aussi puisque Samuel fait payer sa femme puisqu'il a des difficultés à réaliser ce qui lui passionne à cause du job prenant de Sandra. Donc ça, c'est aussi l'autopsie d'un couple qui commence à toucher à sa fin. Et quand on pense à ça, on peut aussi penser au film Marriage Story de Noah Baumbach. Ah oui, je l'ai vu. Il est vachement bien. C'est justement, ça se complète un peu. Et genre justement, ce qui me fait penser à ce dialogue, à un moment où justement, elle reste calme pendant tout le truc, et à un moment, genre juste, elle l'éclate et elle lui dit... tu m'accuses et tout, mais je ne suis pas la victime. Tu n'es pas la victime, tu l'es pas du tout. Genre. C'est ça, il remet toute la faute sur elle puisqu'il n'arrive pas à continuer ce qui lui passionne. Mais au final, Sandra lui dit que s'il veut vraiment faire ce qu'il veut, il peut, rien ne lui empêche. Tandis que Sandra essaye de faire la part des choses et elle crée le temps qui manque à Samuel. Il y a aussi le problème du langage qu'on retrouve dans les conflits entre Samuel et Sandra, puisqu'on peut voir dans une des disputes que Samuel reproche à Sandra de ne parler que l'anglais à la maison. L'anglais, pour eux, je pense au départ, c'était plus un terrain d'entente, puisque Samuel parle le français comme langue maternelle et l'allemand pour Sandra. Je suis assez d'accord, surtout que la langue, elle affecte pas seulement le couple, mais aussi la relation mère-fils, puisqu'on a quand même Sandra qui parle sa langue maternelle, et on a le fils qui, lui, a la langue d'où il habite, donc plus celle du père. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait cette relation entre père-fils qui était peut-être plus importante, plus soudée, je dirais, que celle père et mère. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Clémentine, puisque j'aimerais faire un lien avec les pouvoirs de la parole. Justement, tu as évoqué la barrière du langage, donc qui peut rapidement devenir synonyme de conflit, puisqu'il devient violent, cassant, et il assiste aussi au naufrage du couple. Donc, dans ce film, la parole est vraiment mise au centre. Elle est partagée aussi entre les accusations, la défense, les débats et les témoignages. Donc on va voir tout au long du film qu'elle va se dire et se contredire, notamment durant le procès. Et on va aussi apprendre que chaque mot a sa nuance et qu'il faut faire attention aux mots qu'elle va utiliser. Justement, il y a une scène qui me fait penser au pouvoir justement de la parole, qui a vraiment un impact. C'est la scène du tribunal où on entend l'audio de la dispute qui est assez violente entre Sandra et Samuel. Et en fait, on peut voir le côté vraiment dévastateur du couple à ce moment-là, mais ça serait aussi oublier toutes les autres parties de leur couple. Enfin, c'est qu'un instant, en fait. Et donc, cet audio, s'il est sorti de son contexte,
on peut pas vraiment comprendre ce que vit vraiment ce couple. C'est vrai que le pouvoir de la parole, il est très présent dans ce film, mais il faut surtout ne pas oublier les émotions. Il n'y a pas que la parole. Les émotions, elles sont très importantes et on les voit bien dans le film, mais justement, elles sont tellement percutantes que le spectateur les ressent lui aussi. Donc, dans les émotions, on a l'amour de la famille, on ressent bien que les parents se disputent à cause de l'accident de leur fils qui les a choqués, qui les a beaucoup blessés. Et on a aussi du coup la haine qui vient avec toutes les disputes. On ressent cette haine, on ressent la colère. On a aussi la jalousie, comme Lise l'avait dit. Une énorme jalousie entre le père et la mère. Mais on a aussi beaucoup de tristesse, malgré tout, avec l'accident, le procès. Même pour Daniel, il ressent beaucoup de tristesse envers les secrets qu'il a découverts. Mais on a aussi un énorme soulagement à la fin du film par rapport à la mère qui retourne voir son fils à la fin du procès. Et justement, en parlant de tristesse, je trouve que le personnage de Daniel l'illustre bien, puisqu'il se retrouve entre les deux et il est dans le doute plane pour lui. Donc vraiment, il est entre ses deux parents et en plus, c'est à la suite de son père, on accuse sa mère. Donc je trouve que le personnage de la tristesse, il est vraiment bien interprété par Daniel, où le doute est vraiment présent pour lui. Ouais, justement, j'aimerais bien revenir justement sur quand tu parles de la relation entre Daniel et sa mère. Pour moi, personnellement, je le perçois comme ça qu'à la fin, en fait, la mort du père, en fait, et la fin du procès, ça marque en fait la fin de la relation que Daniel avait avec son père. Et aussi, genre, le début de la relation qu'il va avoir sa mère. Et justement, ça nous laisse dans le doute. Comment la famille va évoluer maintenant qu'ils ne sont que deux. Notamment, ce qui me fait penser à Marge. Vous savez, Marge, qui est justement la femme qui est convoquée par la justice pour faire attention à Daniel. À un moment, en fait, justement, le point tournant, dans le film, c'est quand Marge lui explique, tu sais, parfois il faut douter. Justement, le doute, il s'impose parce que parfois, la justice ne te donne pas assez d'éléments pour te dire, bah ça c'est vrai, ça c'est faux. Et du coup, juste, tu dois faire une introspection et te dire, qu'est-ce que toi tu penses. Et du coup, justement, ça nous laisse avec le goût du doute. C'est vrai parce que moi je l'ai perçu à la fin du film, une fois que le film s'est fini et que la salle s'est rallumée. Et en fait, on s'est tous regardés et j'ai l'impression que on était tous en doute justement du verdict du procès. Je pense que c'est pas comme dans d'autres films de procès, comme le procès Goldman par exemple, où là on n'en doutait plus tellement que le personnage était convaincant. Là, c'est pas assez convaincant, même si le verdict a eu lieu, on en doute encore. Et ça, je trouve que c'est vraiment une prouesse limite du film de, malgré un verdict, nous faire douter. Ça fait réfléchir donc le spectateur sur aussi un peu le rôle de la justice, comme on en a parlé au début du film. Enfin, est-ce que la justice donne toujours le bon ou le mauvais verdict ? Ça, on peut jamais le savoir et donc on doute. Ouais, justement, est-ce que la justice est-elle vraiment juste ? Justement, en fait, ça fait un beau sujet de grand oral, je trouve. En tout cas, justement, en fait, ces émotions qui sont mises ici, j'ai aussi un grand travail technique, et notamment sur le scénario. Mais pas que. Il n'y a pas que le scénario, justement. Il y a aussi, notamment, la musique qui nous tape à l'oreille. Alors, c'est vrai que, en tout cas, personnellement, je pense que la musique, elle a un rôle très important, et surtout dès le début, puisqu'on l'entend lorsque, par exemple, c'est la scène où Sandra accueille une étudiante qui va l'interviewer sur son livre. Samuel, lui, est à l'étage et on l'entend bricoler en musique. Et en fait, la musique, elle va monter tout doucement, de plus en plus fort. En fait, la musique va vraiment monter crescendo et ça va en devenir presque, je dirais, assourdissant. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la musique, ici, elle a un rôle puisqu'elle va traduire la jalousie de Samuel. Elle est présente du début avec une scène clé et on la retrouve aussi dans différentes étapes du film, dont une qui m'a marquée personnellement vers la fin. On a un gros plan sur le visage de Daniel lorsqu'il joue au piano avant la délibération justement du procès de sa mère. Et il finit sur une note, puis il y a l'installation d'un silence. Et je trouve que ce silence, justement, ça nous permet aussi, en tant que spectateur, de se faire une réflexion sur la chute, en fait. Qui croire à ce moment-là ? Et justement, Clémentine, tu as raison, malgré le bruit assourdissant et la musique, il y a quand même du silence. Et c'est
un silence assourdissant à la fin du film parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé et il y a un silence dans le public chez les spectateurs. Personne ne peut réellement répondre à la question meurtre ou suicide et je pense que justement c'est ce silence-là qui est très très important. C'est vrai que le silence, il joue aussi un gros truc. Et justement, quand tu me parles justement de ce zoom sur Daniel, justement, en fait, je pense aussi il y a un travail technique niveau caméra, genre vraiment les caméras, les plans, c'est vraiment fascinant. Jade, je crois que tu as travaillé justement sur ce travail de caméra. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Alors je vais dire que quelques plans, parce qu'il y a eu beaucoup de plans différents dans ce film. Donc déjà, on va voir des zooms, des gros plans, surtout quand ils vont s'adresser au tribunal. Je trouve qu'ils font beaucoup ils se focalisent beaucoup sur Sandra et ses expressions du visage. Ensuite, on peut avoir un plan comme si on avait la vision d'un personnage, donc pour prendre de la distance. Je pense notamment à la scène où Sandra va se promener avec son fils et au loin, elle va voir qu'ils sont en train de reproduire la scène, la scène de la chute de son mari, et qu'elle va tout voir. Et nous, on le voit à travers ses yeux. Ensuite, on va aussi avoir au tout début des plans sur la maison vide, donc juste après la chute du mari. On va avoir beaucoup de plans assez longs sur la maison qui est donc vide, ce qui va laisser un certain doute planer en se demandant ce qui vient de se passer. Est-ce que quelqu'un était dans la maison avec Sandra, qui a pu tuer Samuel, etc. Ensuite, on va voir un style du genre reportage vu des caméras des journalistes. Je pense notamment à la sortie du tribunal quand Sandra va se faire filmer par les journalistes et que son fils va regarder ça à travers la télé. Ou encore, le dernier que je peux évoquer là, c'est les plans par rapport à la reproduction de la mémoire de Daniel. Donc durant le procès, à travers les paroles qui vont être dites au tribunal, Daniel va essayer d'avoir une vision de la scène. Et on va voir justement dans ses pensées, on va voir comment il s'imagine la scène. Est-ce que pour lui, la scène serait possible ou non ? Donc voilà, c'est un film qui est assez varié au niveau des plans. Là, j'en ai cité que quelques-uns, puisqu'il y en a vraiment énormément. Et je trouve que pour ça, ce film a fait un très beau travail sur l'aspect cinématographique. Justement, notamment, ils étaient aussi nominés pour les meilleures images. Dans le plan, il n'y a pas juste les émotions, mais il y a aussi les couleurs. Et personnellement, je pense que les couleurs qui dominent le plus ici, c'est le blanc et le rouge. Et c'est les couleurs qui dominent, justement, vous voyez les tribunaux, les robes des gens, ils sont rouges, il y a du blanc. La scène, elle se passe dans la neige et on voit le contraste avec le sang dans la neige. Et aussi, par exemple, justement, juste le poster, on voit qu'il est tout blanc. Et après, le titre qui est en rouge sang. Toujours les couleurs dans un film, toujours, elles ont une histoire à raconter. Et c'est sur ça qu'on va un peu aussi conclure notre petit débat. Donc sur ça, vous avez le droit à me dire un peu votre avis pour la fin. Donc Anna Raquel, toi personnellement... Alors moi d'abord, je voulais dire que mon personnage préféré, c'est Daniel, parce que je l'ai trouvé très courageux tout au long du film, parce que vivre un procès de l'un de ses parents, c'est pas tâche facile, et apprendre certains secrets peuvent détruire la vie d'un enfant. Et pour ma scène favorite, je n'en ai pas de spécifique, mais j'ai adoré toutes les scènes dans le tribunal du déroulement du procès, qui sont très immersives et où j'ai pu me faire mon propre avis sur Sandra et sur la situation. Moi, concernant mon petit mot de la fin, j'aimerais revenir sur quelque chose que Justine Triet a dit. Donc en fait, elle dit avoir construit un puzzle dans lequel le spectateur est projeté dès la première scène, dont il ne comprend que tardivement le sens. Et je cite: ce film, c'est comme rentrer dans le cerveau de cette femme, essayer de comprendre qui elle est comme femme, mère, artiste. Et je suis entièrement d'accord avec elle. C'est vrai que dès le début, on a comme un puzzle. Enfin, on comprend. Enfin, en fait, c'est hyper bizarre parce que on va se demander. En fait, il y a vraiment le doute qui est présent tout au long du film, et en fait, donc on va comprendre que tardivement ce qui se passe vraiment. Je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit, Léna. Ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est que j'ai vraiment longtemps repensé à la chute de Samuel, mais aussi à la chute du film. C'est vrai que j'ai douté tout le long du film, et vraiment encore après le film.
je me pose encore des questions. Donc c'est vraiment le pouvoir de la parole que je vais souligner personnellement. Je suis totalement d'accord avec toi, Clémentine, puisque même, enfin, je doute encore aussi du film. Moi, j'aimerais revenir sur la place de Daniel, puisque ça reste un enfant aveugle, et pourtant, il a un rôle très important dans le film, puisque bah, voilà, il est entre les deux, et il doit en plus il assiste aussi aux séances du tribunal, et à la fin, c'est lui qui va faire un peu tout basculer. Donc je trouve que son rôle il est vraiment important et c'était important de le souligner. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec tous ces avis-là. Et c'est un film qui est très très intéressant à analyser. Il y a beaucoup de matière à exploiter en termes d'études cinématographiques. Après, de plus, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai vraiment adoré le développement des personnages à travers tout le film. On voit comment les relations elles se développent. On fait une introspection justement dans la tête de Sandra, comme Léna l'a dit, et ça c'est aussi très très passionnant. Sur ça, je conclus notre petit débat cinématographique. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous sur les ondes de Wallers avec Radio Club, et on vous reverra une prochaine fois pour une autre critique de film.